Tout à l'heure en cornée. Alors on sait qu'il n'y a pas de débat en cornée sur son utilisation. En chirurgie vitréo-rétinienne, on se pose souvent la question, est-ce que c'est un gadget ou est-ce que c'est vraiment utile? Alors on va essayer de voir ça à travers des situations volontairement que je vous ai mis des cas les plus complexes où clairement son utilisation n'apporte pas grand-chose à des cas un peu plus complexes où pour le coup on pourra voir leur réelle utilité. Ça c'est une chirurgie de grands trous maculaires et dans ces grands trous maculaires on sait qu'il faut peler la limitante de façon élargie. On a plusieurs choix, soit faire des pelages élargis de la limitante, soit faire des flaps temporales, soit faire des flaps un peu pétaloïdes. Et dès lors qu'on décide de mettre du matériel dans le trou maculaire, un contrôle en OCT péropératoire peut être utile, bien que le contrôle visuel suffise. Dans les tractions vitréo-rétiniennes, là pour le coup, on peut avoir un intérêt. Alors on a déjà la triamcinolone qui nous aide pour voir très bien la hyoïde postérieure, essayer de faire des Fourier sparring, mais l'OCT péropératoire peut avoir une utilité aussi. Avec la triamcinolone, il y a une hyperréflexivité qui est assez grande. Alors, il faut faire attention parce qu'on voit moins sous la rétine, mais ça peut nous aider à faire les amorces et surtout en fin de procédure, vérifier que le Fourier sparring soit bien réalisé, qu'il n'y ait pas de souffrance au niveau de la rétine externe ou de trous de pleine épaisseur qui, à ce moment-là, nous ferait modifier notre technique chirurgicale, à savoir un pelage de la limitante et un tamponnement par air. Les complications, alors les chirurgies où ça se complique un petit peu, dès lors qu'il y a des membranes épimaculaires avec des proliférations gliales, c'est très collant, ça ne colore pas. C'est assez compliqué à disséquer. On peut avoir l'impression de prendre un petit peu de la rétine. Les plans de scission sont parfois difficiles à voir. Dans ces cas-là, l'OCT peut nous aider pour être certain qu'on est sur le bon plan, qu'on ne pèle pas la rétine, et faire un contrôle en fin de chirurgie, puisque c'est vraiment très adhérent. Souvent, on n'a pas envie d'aller peler en périfovéolaire de peur de faire des avulsions. Voilà, ça nous aide encore une fois à vérifier l'absence de trous en fin de procédure. Chez les myopes forts, là pour le coup, il n'y a pas trop de débat, c'est vraiment quelque chose d'important. Là, vous voyez, on voit qu'il y a un DSR fovéolaire avec un maculoschisis, donc on sait qu'on va avoir des risques de décollement de rétine du pôle postérieur par trou maculaire en fin de procédure dès lors qu'il y a des DSR comme ça. Et là, c'est primordial de faire un pelage lentement élargi. Ça, c'est tous les chirurgiens vitréo-rétiniens savent que chez le trou maculaire du myope fort, il faut faire des pelages élargis, mais le contrôle en fin de procédure est très important. On n'est pas obligé, dès lors qu'on est certain de l'absence de trou maculaire en fin de procédure, de faire un tamponnement par air ou par gaz, mais ça change le post-opératoire du patient. Donc là, il y a une utilité évidente à cet outil en péropératoire. Dans les cas de rétinopathie diabétique avec des hémorragies intravitréennes où on n'arrive pas à voir en préopératoire l'état rétinien, bien qu'on ait l'autre œil pour avoir une idée, l'OCT peut nous renseigner sur l'état de la rétine. Comme vous voyez là, on va voir des zones de rétine amincies et les composantes tractionnelles ou non, bien que ça peut être visible en péropératoire. Je trouve que sur cette vidéo, c'est l'amincissement rétinien qui, en post-opératoire pour le patient, on peut lui dire, bon, bah, là, la rétine, elle est très ischémique, en termes de récupération visuelle, ça ne va pas être top. Donc une aide aussi dans le dialogue en post-opératoire avec notre patient. Ça, c'est un cas d'hématome maculaire. Vous allez voir, alors c'est une complication qu'on peut voir assez souvent. Lorsqu'on injecte l'actylise en sous-rétinien de façon un peu brutale, on va avoir un petit jet là, hop, là, de sang intravitréen. Et donc on a une hyperpression, on contrôle en OCT, et on n'a pas de trou maculaire. Ça veut dire que l'hyperpression, on a relâché suffisamment au bon moment, et le trou s'est auto-fermé. Ça nous permet d'éviter de faire un pelage supplémentaire chez ces patients où on a déjà des hématomes, on a injecté une bulle, ça peut être un peu plus difficile. Dans tous les cas, chez eux, on va faire un positionnement tête vers le bas, donc ça ne change pas énormément, il y a juste ce geste supplémentaire que l'on ne va pas réaliser. Ça, c'est une belle vidéo de mon associé, le docteur Devin. Vous allez voir, c'était une bulle de PFCL qui retire à l'aide d'une canule 41 gauge en transrétinien.
Alors il y en a une à LSFO cette année, ça c'est une vieille vidéo qu'il avait fait. On voit en paire opératoire hein, que la bulle de décaline est complètement partie, il reste des petites cavitations tout autour. Alors là, on a l'impression qu'il y a un trou maculaire, mais j'ai regardé les images en post-opératoire, il n'y en a pas du tout. C'est juste l'amincissement de la rétine qui était tel du fait de la bulle de décaline que la rétine s'est amincie. En fait, elle est replaquée complètement sous l'épithèle pigmentaire. Donc ça va nous aider grandement dans le geste chirurgical. Et enfin, dans les chirurgies de décollement de rétine du myope fort, souvent au niveau du pôle postérieur, on sait qu'il y a des déchirures paravasculaires. Il y a des déchirures en sein d'atrophie choriorétinienne. L'épithèle pigmentaire est très clair chez ces patients. La visualisation des déchirures est très délicate. Bon, ben là, vous voyez, on voit très bien une déchirure sur le bord de l'atrophie qu'on n'aurait probablement pas vue au cours de l'opération, bien que chez ces patients, on peut faire des screenings en préopératoire pour aller identifier quelque chose. Donc là, chez les myopes forts, de toute façon, l'apport de l'OCT péropératoire est indéniable. Une dernière vidéo, quand on voit rien. Donc ça, c'est un patient qui avait été opéré de décollement de rétine avec une rubéole congénitale, une microphthalmie, une opacité cornéenne. Et là, il est sous silicone, il a un gros macular pucker. Franchement, au fond d'œil, on voit rien. Et l'OCT, on voit le signal hein, qui est très mauvais. Il nous permet là juste d'être certain qu'on n'est pas en train d'arracher la rétine. Et on voit que lorsqu'on a la pince dans les mains et qu'on tire un petit peu, on a un bon plan de scission qui est en train de se faire et ça nous permet ensuite de retirer en totalité le pucker. Donc là, sur cette chirurgie, lorsqu'on ne voit pas bien, de toute façon, c'est un apport supplémentaire pour ne pas faire n'importe quoi. Donc est-ce que c'est une option chez le chirurgien vitréorétinien? Ma réponse c'est que dans les chirurgies vitréorétiniennes programmées, bon, je pense que c'est un gadget, on va dire, mais dès lors qu'on a l'habitude de gérer tout le panel des complications des chirurgies vitréorétiniennes, à mon sens, c'est une obligation. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? On fera peut-être les questions après.